Venir tout un tas d'espèces exotiques et tropicales. Plus de 200 nouvelles plantes vont être imposées en France. Et ensuite, elle va réunir la plus belle collection de roses au monde, c'est-à-dire 800 espèces qu'elle achète parfois une fortune. Et elle s'en occupe, elle met ses petites mimines dans les épines ou c'est des jardiniers? Elle s'en occupe, elle adore la nature, elle est très proche et surtout, après 1809, quand elle aura divorcé, elle ne fera plus que ça. Voilà, et alors, elle est prête à payer un bulbe, nous dit-on, 2000 ou 3000 francs, alors qu'un jardinier est payé 600 francs. Par mois. Par mois. Elle fait un zoo. Oui, elle fait un zoo. Elle réunit des espèces exotiques. Qu'est-ce qu'il y a comme animaux exotiques? Des autruches, plein d'oiseaux. Des lamas également. Enfin, des espèces qui n'ont rien à faire ici. Elle fait son propre petit jardin d'acclimatation pour son usage personnel. Surtout, elle s'ennuie à 100 sous de l'heure. Il faut qu'elle s'occupe. Elle se trouve un but qui est de faire une sorte de jardin idéal autour d'elle. Et elle gaspille des millions pour ça. Et personne ne lui dit rien. Personne lui dit, dis donc... Napoléon est amoureux, hein, il faut le dire, il est amoureux de Joséphine et surtout, elle lui coûte un max. Elle lui coûte un max. Et il s'énerve pas, non mais dis... il est à la tête, c'est le maître de l'Europe, il est richissime, mais... Alors voilà, Napoléon lui offre des bulbes, il lui offre un zoo. On va voir s'il lui offre des robes, des bijoux, avec la rubrique mode. Eva, Joséphine, elle a 785 paires de chaussures, c'est une fashion addict absolue, et c'est Céline Dion, c'est Céline Dion de l'Empire. Ah oui. Mais elle a pas le choix, il faut qu'elle soit la femme absolue, la représentante, en fait, c'est une star hollywoodienne, cette femme. Elle n'a jamais la même tenue. Elle porte jamais les mêmes gants deux fois? Non, ni les bas. Cinglé. Ni les bas. Mais pourquoi? Les bas, c'est peut-être une question de sa vie qu'on a vue. Oui, c'est ça. 600 000 francs de toilette en 1804. Oui, parce que c'est le minimum. C'est le minimum pour cette femme qui aime la mode, mais complètement. Et surtout, les bijoux? Oui, alors, les bijoux, pourquoi? Parce qu'elle est en rivalité. Il y a toujours une histoire de rivalité avec les femmes. Avec Pauline? Eh oui, la sœur. La sœur de qui la traite de vieille. En fait, Pauline commande des diamants, commande des émeraudes. C'est Napoléon qui paye? Ah bah toujours. Il paye pour tout le monde. Oui, donc il paye pour Pauline, ah bah oui. Pour Joséphine. Mais c'est le jeu. C'est le jeu, mais c'est le jeu, parce que lui, il a compris quelque chose. La mode, c'est l'image. Et l'image, c'est l'image de la France qui rayonne sur le monde. Alors, qu'est-ce qu'elle porte? Elle est passée par plusieurs styles, parce qu'on lui a reproché justement sa vie de femme un peu légère. Donc, quand elle sort à la cour, elle est obligée de se vêtir plus. On sait maintenant qu'elles étaient à moitié nues, les seins à l'air, le mamelon qui se montre. Elles se mettaient même de l'huile sur le corps pour que la robe soit un peu plus moulante. Ah, ça marche, ça? Ah, ça marche. Napoléon, il voyait plus ses dents. Et donc, voilà. Donc, ça glisse. Ça glisse, c'est parfait. Bon, ça marche très bien. Mais ça, c'est pour les soirées un peu plus intimes. Donc, elle va se vêtir, elle va mettre un col un peu plus monté. Là, on a une robe qui est pas de cette époque, mais qui montre bien l'esprit. On est sur un plissé soleil. Pourquoi? Parce que on a redécouvert Pompéi. Et Pompéi fait rêver ces femmes. Ben oui, parce que c'est des vestales. Et ces femmes s'habillent, en fait, comme des déesses. Et alors... on retrouve ça chez Poiret et on retrouve complètement. Ça chez... En fait, ce qu'on va retrouver... Chez Chanel? Bien sûr, parce qu'on va retrouver quoi? On va retrouver le côté naturel. Parce qu'en vieillissant, comme elle s'intéresse justement à autre chose que quand elle va divorcer, quand elle va partir dans sa retraite, elle va découvrir aussi le côté naturel. C'est important pour elle d'être plus proche de la nature. Avec ça, sa toilette va forcément suivre. D'accord. Il y a juste là, c'est un vêtement masculin dont le nom proviendrait de l'anglais riding coat. Oui, monté à cheval, oui. L'homme est élégant, quand même. L'homme est très élégant et les Anglais se moquent de nous parce que ce look vient de chez eux. Voilà. Donc, ils sont très contents. Ouais. Mais c'est vrai que on est face à des hommes qui sont extrêmement élégants. Ils n'ont pas le choix. Les femmes sont tellement opulentes que les hommes doivent se mettre à leur niveau. D'accord. Parlez-nous en quelques secondes de sa robe de sacre. Alors, ce qui est extraordinaire dans cette robe, c'est que Joséphine s'approprie la scène complètement et on sacre Joséphine. Et bon, évidemment, on la sacre avec un manteau d'hermine, donc vraiment l'esprit de la monarchie. Le manteau, il fait 22 mètres de long. Il est brodé d'abeilles
parce que Napoléon, justement, a cette intelligence de se dire, bon d'accord, je lui offre le sacre, mais je mets mon symbole partout. Alors, ça tombe bien, Eva, parce que le sacre, on y arrive. Le sacre de Joséphine, c'est tout de suite. Alors, Dimitri, on y est au sacre. Alors, comment ça se passe? Le sacre de l'empereur, c'est la plus grande, la plus belle cérémonie dans la cathédrale de Notre-Dame à Paris. 500 000 Parisiennes viennent assister à l'extérieur et à l'intérieur, il y a 10 000 invités. Quoi? Ça rentre 10 000 personnes? Ah, 10 000 invités qui sont dans les tribunes et qui se pressent autour pour apercevoir l'impératrice Joséphine, qui est belle comme le jour. Et là, c'est terrible parce qu'il y a cette haine avec le clan Bonaparte, les 3 sœurs de Napoléon, Pauline, Caroline et Lisa, qui veulent absolument la griller sur place et mettre des bâtons dans les roues, l'empêchent justement d'avancer sa traîne, veulent la faire trébucher. Sans blague. Elle a failli tomber, elle a failli chuter devant toute l'assistance. Et heureusement, elle est retenue une extrémiste, mais elle est très maligne, Joséphine, parce que la veille, elle a profité de la présence du pape Pie VII à Paris pour avouer au pape qu'ils ne sont pas mariés religieusement. Et là, grande colère du pape qui assiste au sacre de l'empereur. Napoléon a fait venir le pape à Paris, vous vous rendez compte? Et donc, devant Napoléon, le pape lui dit « Vous devez régler ça la veille du sacre, sinon je ne vous sacre pas. » Et Napoléon, tétanisé, d'accord, on va se marier. Et le mariage est célébré dans la nuit du 1er au 2 décembre par le cardinal Fesch. Et effectivement, Joséphine a eu gain de cause, elle est mariée religieusement. Et ses belles-sœurs ne peuvent pas la déboulonner. D'accord, elles ne peuvent pas la déboulonner, mais maintenant qu'elle est impératrice, elle a un rôle à jouer très important, elle a un devoir de descendance. Et là, ça va coincer. Rubrique santé. Alors Philippe, on va faire le check-up de Joséphine. Elle a quel âge là? Elle a la quarantaine. Donc déjà, c'est mal barré. Ça va. Il y a pas mal de femmes qui ont encore des enfants à ce moment-là. Le seul petit hic, c'est qu'elle est touchée par la stérilité. On sait qu'elle a eu pas mal d'amants auparavant. Elle a même eu déjà 2 enfants. Eh oui, donc pourquoi elle serait stérile? Elle a eu 2 enfants. Eh bien, il y a 2 possibilités. La première, c'est la ménopause précoce. Elle a eu pas mal de stress, pas mal de soucis et autres, notamment financiers, qui ont pu influer sur son caractère. Mais on sait que le stress peut aussi provoquer des ménopauses précoces. Puis il y a aussi des ménopauses précoces d'origine tropicale, parasitaire, et notamment infectieuse. Donc du coup, tout ça, eh bien, malheureusement, ça a des conséquences pratiques sur elle. On sait que l'empereur, lui, peut avoir des enfants. Il en aura avec la Walewska, son grand amour polonais, il va avoir un fils. Donc on sait qu'il peut avoir des enfants. Elle, on sait qu'elle a pu en avoir auparavant, mais ça coince, comme vous disiez, ou le bas blesse. Eux deux, ça ne colle plus. Mais ils continuent à fréquenter la même couche Oui. Assidûment? Oui, Napoléon est toujours attiré sexuellement par Joséphine, mais le problème, donc, c'est qu'elle est extrêmement maligne, elle est rusée comme tout, Joséphine, et elle sait qu'elle a compris qu'elle était stérile. Et elle fait courir le bruit à la cour impériale, elle répand la rumeur comme quoi le sperme de l'empereur, c'est de l'eau. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle fait croire que l'empereur est stérile, que le problème vient de lui. Et effectivement, Napoléon, jusqu'en 1806, est persuadé que le problème majeur vient de lui, qu'il ne pourra pas avoir d'héritier. Il est vraiment traumatisé parce qu'il veut un fils. Et donc, fin décembre 1806, il a des rapports, il commence à mesure qu'il est de plus en plus puissant, sa libido s'exacerbe, c'est-à-dire que le pouvoir est un aphrodisiaque. Ah bah oui, ça, on sait. Et là, en 1806, il commence à collectionner les maîtresses et une magnifique Éléonore de Nuel, la lectrice de l'impératrice justement, tombe enceinte et accouche d'un petit Léon. 13 décembre 1806. Donc Napoléon est comme un fou, il dit ça y est, j'ai un fils, le fameux comte Léon, il va le nommer Léon, ce sera le Léon de la chanson. Vous connaissez la chanson Napoléon est mort à Sainte-Hélène, son fils Léon lui a crevé le bidon. C'est ça. C'est ça, mais bien sûr. C'est un vrai fils. C'est un vrai fils. Non, c'est génial. Et donc à partir de là, Napoléon n'aura plus qu'une idée en tête, divorcer pour avoir un héritier. Là, elle va commencer à souffrir, Joséphine. Oui. Ah, c'est la chute aux enfers. C'est la chute aux enfers, c'est la rupture. La rupture.
Alors, Dimitri Casali, là, ça a pu, là. C'est terrible. C'est l'effondrement de Joséphine. Il ne l'aime plus. C'est vraiment une tragédie grecque. Parce qu'en fait, Napoléon aura aimé 2 femmes dans sa vie, Joséphine et Marie Walewska, la polonaise. Et donc, Joséphine, il l'aime encore en 1809, mais la raison d'État veut qu'il divorce. Hein. Il est en danger, il y a des conspirations, il y a des poignards autour de lui, on cherche à l'assassiner. Il lui faut un fils, un héritier. C'est indispensable. Et en plus, pour la situation diplomatique, il doit épouser soit la sœur du tsar, ou soit, effectivement, la fille de l'empereur d'Autriche, Marie-Louise, qui va vraiment épouser. Et donc, elle se défend, elle essaye Elle se défend, Joséphine, avec l'énergie du désespoir, parce qu'elle est devenue amoureuse de lui. Voilà. La situation s'est renversée. Au début, elle n'était pas du tout amoureuse, et puis... Comment ne pas tomber en passion d'un personnage hors du commun. Il est riche, il est puissant. Puis il a le pouvoir, Rambo, la libido sexuelle aussi. Il est vraiment au sommet. Il est au top. Il en veut plus. Et voilà. Absolument. Et là, c'est tragique parce qu'effectivement, elle se défend comme une folle. Elle se traîne à ses pieds. Et un soir, il lui dit, je t'aime encore, mais il faut comprends-moi. Aide-moi à divorcer, c'est vraiment une très belle histoire. Et là, elle tombe dans les pommes. Carrément, elle s'évanouit. Pas plus. Elle la joue pas un peu à la créole. Elle la joue un peu, et avec le chambellan, ils sont obligés de la porter par l'escalier de service et de la ramener dans sa chambre. Et on sent bien qu'elle est complètement désemparée. Bon, elle ne va pas perdre au change. Elle va être nommée duchesse de Navarre avec 3-4 châteaux. Des millions de francs à sa disposition. Donc parce qu'elle est criblée de dettes, hein, quand même. Hein. Je veux dire, elle s'en va. On divorce le 15 décembre 1809. Et on nous dit quand même que Napoléon s'enferme pendant 3 jours à Trianon et qu'il pleure. Est-ce que c'est vrai? Oui, non, ça c'est vrai. Napoléon, à la fin de sa vie, va pleurer de plus en plus. Bien sûr, Napoléon était un prédateur dévoré d'ambition, mais il savait, surtout à la fin, plus il vieillit, hein, c'est peut-être physiologique. Plus on vieillit, plus on pleure. Mais sur le plan psychologique, ce sont des personnalités qui sont vraiment borderline. Ils sont plus à vif comme c'est pas possible, et ils sont bourrés de sentiments parfois contraires, et ils ont du mal à juguler tout ça. Parfois, il faut que ça craque, et ces crises de pleurs ou d'enfermement pendant 2-3 jours, qui ne sont pas physiologiques, qui sont pathologiques, c'est peut-être une façon de retomber sur leur équilibre, notamment dans des moments aussi dramatiques qu'un divorce. Alors là-dessus, elle s'en remet, puisqu'à 46 ans, elle a un amant qui s'appelle Lancelot Turpin. Voilà. Il a 27 ans, il sort d'où? Il a 27 ans. Non mais c'est cool. De la cour impériale, c'est vraiment, elle est choisie toujours vraiment les plus beaux jeunes hommes de la cour. C'est une cougar. C'est vraiment une femme cougar, mais c'est les derniers feux, là. Hein. Et le Turpin, là, alors, il l'accompagne Il l'accompagne partout, à la cour impériale. Jusqu'au bout? Jusqu'au bout. Alors, jusqu'au bout. C'est-à-dire, sa santé, là, elle commence à se détériorer. À quel âge? Vers la quarantaine, au début, elle se fragilise au fur et à mesure. Elle a ce problème de stérilité qui, de toute façon, est nul et non avenu. Ça ne va plus progresser. Évidemment, on n'en meurt pas. Et puis ensuite, elle va dépérir tellement qu'elle va attraper froid un soir à la Malmaison en faisant visiter son immense jardin, son parc, son zoo au tsar de Russie. Mais elle est tellement élégante, tellement fière encore de sa beauté et de sa plastique, qu'elle se balade, peut-être pas à demi-nue, mais en tout cas très, très légèrement vêtue dans les jardins. Et il fait froid. Et là, elle va attraper une angine, qui va devenir une laryngite, qui va devenir une bronchite, puis une pneumonie. Et à ce moment-là, eh bien, malheureusement, septicémie et décès en quelques jours. Donc elle est morte, en fait, d'avoir voulu rester belle, tout simplement, élégante. Oui, c'est ça. La mode l'a tuée. C'est la mode l'a tuée. Enfin, la mode l'a déjà tuée avant, parce que Napoléon n'a plus voulu qu'elle récupère ses bijoux. Donc, à mon avis, bah oui. Ah oui, elle a dû laisser tous ses bijoux terminés. Qu'il a refilé à Marie-Louise? Ah bah probablement. Probablement. En tout cas, il les a gardés. Elle a essayé d'ouvrir le coffre où il y avait des bijoux, et en fait, les serrures avaient été changées. Et donc, elle meurt. Elle a quel âge? 51 ans et demi. Alors, ce qui est fascinant, c'est qu'elle meurt exactement au même âge que Napoléon, qui va mourir à 51 ans et demi à Sainte-Hélène. Vous voyez les deux destins. Au destin. Quand il meurt, Napoléon... Il meurt 7 ans après. Ah oui, donc... ça c'est le comble. Alors, Philippe Charlier, elle meurt où? Alors, elle ne meurt pas à l'hôpital, c'est pas la Pitié-Salpêtrière ou la Riboisière, elle meurt à la Malmaison, directement. Et ce qui est intéressant, c'est que quand elle était encore en Martinique, une voyante locale, une mama, lui avait prédit l'avenir. Il lui avait dit notamment qu'elle mourrait
dans un hôpital. Et là, peut-être qu'elle s'est souvenue à ce moment-là de sa voyante. Elle se dit, elle s'est trompée. Eh ben non, elle ne s'est pas trompée. Ah, ça y est, j'ai compris. Parce que la malmaison, en fait, c'est à l'origine un endroit où on mettait les malades, les gens... Malmaison. Exactement, c'est la maladerie, l'endroit où on met les patients, tout simplement. Mais elle lui avait pas dit d'ailleurs que ça, cette voyante. Oui, absolument. Elle lui avait dit